Alors, s'il n'y a pas de questions, comme j'avais dit, encore je les réponds. Ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est pas une formation, OK? Une formation dans le sens que plusieurs connaissent. Parce qu'une formation, je serai là vraiment à m'asseoir, à détailler tous les mots, mot par mot, ceci, c'est ceci, ceci, c'est cela. Ce que nous sommes en train de faire, ce sont des ateliers, comme on avait dit, des masterminds, comme on l'appelle en anglais. Donc, moi, je vous présente des choses de façon professionnelle, je vous donne des éléments. Comme ça, vous vous mettez au travail pour arriver à être au point. Et je sais et je crois que tous ceux qui seront en train de travailler, de s'exercer à tout ce que nous partageons ici, ces histoires seront vraiment à leur portée. Maintenant, j'ai envoyé les deux vidéos sur dans le groupe, sur comment installer un système d'exploitation serveur et où est-ce que vous pouvez les télécharger. Parce que certainement parmi vous, il y a d'autres qui n'ont jamais eu à l'installer. Donc, la vidéo est là. Elle est en anglais, mais même pour ceux qui parlent pas en anglais, vous n'aurez pas du mal à vous adapter. De toutes les façons, je parle anglais avec accent francophone parce que je suis francophone. Et vous n'aurez pas du mal à suivre et à comprendre de quoi il s'agit. Maintenant, la deuxième des choses, pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur ou deux ou trois, j'ai aussi envoyé une vidéo qui vous montre comment créer une machine virtuelle depuis votre laptop. Et cela vous aidera, n'est-ce pas, à implémenter. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est notre programme. On devait apprendre maintenant comment déployer Active Directory. C'est-à-dire comment faire qu'un ordinateur devienne un contrôleur des domaines. C'est quoi un contrôleur des domaines? C'est juste un serveur sur lequel on a déployé le rôle Active Directory et on l'a promis comme contrôleur, on l'a promis comme contrôleur des domaines. Donc, je vais, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va apprendre comment le faire, mais de façon professionnelle. Pourquoi j'insiste? Parce que, et c'est là aussi un problème que nous avons souvent dans l'ingénierie, il y a une différence entre savoir faire les choses et savoir bien faire les choses. Tu peux savoir configurer quelque chose, c'est bien, mais est-ce que tu le configures comme il faut le configurer? Parce que ne pas implémenter des systèmes et des choses en respectant les principes et les règles professionnelles pose un grand problème. Malheureusement, tout ce qui a trait à ce qui est professionnel, vous ne trouverez pas vraiment de livres ou des ouvrages qui vous disent, OK, voici vraiment les standards à suivre. La question que vous me posez, mais pour comment je le fais sur base de l'expérience. Après avoir observé, travaillé sur plusieurs différentes entreprises, touché plusieurs configurations différentes, c'est sur base de ces éléments-là que je suis en train de partager avec vous quelle peut être la configuration standard et professionnelle. OK? Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? Nous avons 1 heure de session. Juste pour aujourd'hui, je vais vraiment m'excuser et vous dire qu'on va un peu déborder parce que si on se met maintenant à commencer à installer les contrôleurs 1, on suit toutes les étapes, la machine redémarre, ça redevient en ligne, contrôleur 2, ainsi de suite, toute la procédure peut prendre 2 heures. Alors, pour éviter que nous puissions déborder en temps, qu'est-ce que je fais? Je fais un pre-recording, c'est-à-dire je fais les configurations en expliquant et j'ai enregistré cela en train de mettre un pause sur la vidéo. Par exemple, lorsque le serveur doit redémarrer, on n'est pas obligé d'attendre 3 minutes pour ça. J'ai mis la pause pour que ça passe vite. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre cette vidéo-là. C'est une vidéo de 1 heure du temps. Ça explique toutes les étapes et tous les éléments. Dès que la vidéo finit, on revient maintenant, on prend les questions, réponses. Et si dans la configuration, il y a quelque chose qui n'a pas été clair, nous avons accès à ces serveurs-là qu'on a configurés. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si le principe est clair pour tout le monde. Je vois Blaise Lobessa qui élève sa main. Allez-y, Blaise, vous pouvez poser la question, ingénieur Blaise. Vous êtes en mute si vous parlez. Quelqu'un dit un problème de son, vous m'écoutez pas? J'espère que vous m'écoutez.
Je vous écoute très bien. Apparemment, c'est un problème personnel de son côté parce qu'il a écrit dans le groupe son. Ah, ok, Sûrement oui, que c'est donc pour c'est un ça problème de qu'il ce a côté. levé sa Peut-être main. qu'il n'a pas, Yeah. il n'a pas connecté son audio ou quelque chose comme ça. J'ai Yeah. envoyé le message d'erreur hein, dans le groupe. Si vous pouvez essayer de jeter un œil. Dans le groupe sur WhatsApp? Sur WhatsApp, oui. Ok, d'accord, pas de problème. Alors, on va revenir sur ça dans... Attends, je vais voir votre... Windows ne trouve pas les contrats de licence Microsoft. Vérifiez que je ne sais pas qu'est-ce que vous sélectionnez là pour que vous puissiez avoir ce que vous obtenez là. Mais Euh, j'ai je- j'ai envoyé l'étape avant. Vous voyez? Là, on choisit la version et ensuite, ça donne ce message. Vous êtes sur VMware, Oui, sur VMware. Standard Edition. OK. On va y revenir après l'étape d'installation qui finit. Si on a quelques instants, on va y revenir. J'aimerais voir l'étape, comment tu avances dans ta machine. D'accord. OK. Alors, je mets les états. Messieurs, ingénieur Orlin, allez-y, posez votre question. Oui, bonsoir. En fait, moi, c'est pas une question que je pose, mais concernant la préoccupation de notre ami, je lui ai écrit quand même une procédure dans le chat de la réunion pour qu'il essaie de voir comment résoudre son problème. Parce que moi également, je connais ses problèmes et j'ai quand même trouvé une solution. Ah, ok. Merci, j'essaie de voir. Ouais, voilà. Merci, Et c'était ingénieur ça. Bethany, Oui. vous avez parlé on aura à créer trois machines virtuelles, les trois avec le même système d'exploitation. Non, non, je dis qu'on aura toutes les pratiques que nous ferons, nous aurons besoin de trois machines parce qu'on aura besoin d'un contrôleur principal, un contrôleur Ok. secondaire, et puis on aura besoin d'une machine Cliente. cliente qui pourrait être Windows 10 ou 11. C'est là qu'on va utiliser comme machine cliente. Donc, j'avais dit pour les pratiques, on aura besoin de trois machines. Mais si votre ordinateur ne peut pas supporter trois machines, dès que vous avez créé le contrôleur principal et secondaire, vous pouvez éteindre l'un des contrôleurs et Mm. juste utiliser un domaine et puis un client. Si vous avez même ces deux machines-là, ça va nous aider à faire toutes les pratiques. Merci. J'ai OK, un domaine, un client. voilà. OK, alors, le problème de la licence, vous avez dit c'est résolu avec l'explication que l'ingénieur en ligne va vous envoyer. Il n'est pas résolu, je vais voir l'explication Vous allez pour... voir. OK, d'accord. Alors, on y va. On va aller sur les étapes. Suivez bien les étapes. OK? Dès que cette configuration finit, on va maintenant prendre les questions et les réponses. Mm. Je fais ça pour nous gagner, juste nous aider à gagner en temps, parce que si on devait commencer à attendre que tout redémarre, on n'allait jamais finir à temps ici. Merci. Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est dans l'air que vous suivez. Alors, nous allons commencer notre session du principal ainsi que notre domaine secondaire. Alors, nous allons vraiment chercher à essayer de le faire en respectant quelques principes. Pourriez-vous, s'il vous plaît, augmenter le volume parce que là, c'est un peu trop bas, là. Vous allez voir ici, j'ai déjà préparé euh, la Hein? procédure de comment devra Oui, ça être va, vraiment. un contrôle de domaine, c'est-à-dire quel devra être le nom, quel sera bon, le mot de passe pour le compte administrateur, quel système Ingénieur Bethany, s'il vous plaît, le son. Le volume utiliser du son est un peu bas. Snap standard, Bon, il semble que c'est une vidéo enregistrée, s'il vous plaît. quel sera notre contrôleur de domaine, quel sera le gateway. Le premier DNS ici, ça sera le DNS, ce sera même ça l'adresse IP du premier contrôleur de domaine. Et le DNS auxiliaire ou secondaire, ça sera l'adresse IP de notre deuxième contrôleur de domaine. Et après, on va utiliser Google comme forwarder. Je vais expliquer pourquoi. Mais aussi sur le plan configuration, j'ai mon checklist. Je dois me rassurer par rapport à
à la configuration, je vais désactiver le pare-feu Windows. Je vais autoriser le bureau à distance. Quelle sera la politique pour le backup, antivirus, Windows Update et puis quelle sera la licence qui devrait être utilisée. Alors, au fur et à mesure que nous serons en train d'implémenter, je tâcherai d'expliquer les raisons de chaque élément. Voici. Aujourd'hui, dans plusieurs entreprises, vous allez avoir un serveur, je dirais, de trois différentes manières. Premièrement, ça peut être un serveur physique sur lequel vous allez installer votre contrôleur de domaine, vraiment un serveur dédié physique, et vous y installez votre contrôleur de domaine. Soit ça peut être un serveur qui est sur le cloud, sur AWS, ou encore ça peut être en général, ça sera VMware ou encore Hyper-V. Dans notre cas ici, j'ai Hyper-V, j'ai configuré un host Hyper-V et c'est là que j'ai déjà créé mes deux machines virtuelles. Mes deux machines virtuelles sont là et vous allez voir le caractéristique physique de mes deux machines. Je pris une machine avec un minimum de 8 Go de RAM, mais en général avec Active Directory, 4 Go de RAM, c'est déjà bon. Pourquoi? Parce que il est déconseillé d'associer un contrôleur de domaine avec un autre rôle. C'est-à-dire, vous avez votre serveur qui est Active Directory et après qui est par exemple un serveur web ou serveur d'application. Il n'est pas vraiment conseillé. À la limite, il peut être contrôleur de domaine et DHCP, mais il faut vraiment éviter, il faut que le serveur soit juste dédié contrôleur de domaine. Ceci étant dit, vous n'êtes pas obligé de trop investir en termes de ressources matérielles. Voilà pourquoi j'ai 40 Go de disque, ok, 40 Go de disque et après ma mémoire c'est juste 8 Go. Je mets 8 Go pour que ça nous aide à aller un peu vite dans la pratique. Alors, nous aurons nos deux serveurs, le contrôleur qui sera 1, le nom est là et puis il y aura le domaine 2. Je suppose à ce niveau, vous avez déjà votre serveur installé, tel que je l'ai ici. Il est vraiment fraîche, je viens à peine d'installer le serveur. Dès que vous avez le serveur comme ça, dépendamment de votre politique de sécurité, il y a un certain nombre de choses que vous devez faire. La première des choses à faire à ce niveau, c'est vous devez vous rassurer que le serveur est à jour. Donc, je vais aller sur Windows Update. Pourquoi vous le faites? Parce que j'ai installé le système depuis un DVD que j'avais de 2019 serveur et il n'est certainement pas à jour. Il est en train de manquer plusieurs patchs de sécurité. Il faut toujours vous rassurer que vos serveurs sont à jour. Cela évite à ce que le serveur soit exposé aux attaques et aux failles de sécurité, même aussi à certains bugs logiciels. Donc, la première des choses, j'ai fini l'installation de mon système d'exploitation. Tout ce que je fais, je vais venir ici, je vais cliquer sur Windows Update. Il va chercher le update et après, il va tout télécharger et quand on va redémarrer, il va installer. Donc, ça, c'est une des choses à faire. Mais au-delà de cela, je dois configurer le réseau dans mon serveur. Souvenez-vous ici, j'ai déjà mon plan de réseau, comment j'aimerais que mes configurations soient faites. Donc, je vais simplement revenir ici, je vais dans la carte réseau. OK. Maintenant, il est connecté sur Internet parce qu'il est sur DHCP. Mais je vais le configurer en manuel. Pourquoi? Parce qu'il est conseillé qu'un serveur soit toujours en statique. Parce que si vous le laissez en DHCP, à moins de faire une réservation dans le serveur, si vous ne faites pas de réservation, il suffirait qu'une autre machine puisse avoir la même adresse pour qu'il puisse créer des conflits d'adresse. Donc voilà pourquoi je préfère aller avec une configuration statique. Donc mon plan d'adressage, c'est le 192.268, 254, c'était 43. Je suis sur /24 pour
le sous-réseau. Et ma passerelle, c'est le 192.254. 254 qui est mon routeur. Et lorsque vous configurez un contrôleur de domaine, vous devez vous rassurer que l'adresse, vous devez croiser les adresses. C'est-à-dire, mon premier domaine, je vais les mettre sur 192.254.43. Et mon deuxième, donc c'est l'adresse IP même du serveur. Et mon deuxième, je le mets sur, selon mon plan, c'est 44, qui est l'adresse IP du deuxième serveur. Secondaire. Je dis OK. Voilà. Un autre élément à faire, généralement, c'est d'autoriser le bureau à distance. Pourquoi? Parce que je suppose que mon serveur, il est distant dans une salle serveur où il est encore sur le cloud. J'aimerais commencer à les manager à distance. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens ici sur avancer. Je vais autoriser les bureaux à distance. OK. J'ai dit autoriser. Oui. Je dis OK. Écoute la musique, C'est une autre chose qu'il faut tenir compte. Pourquoi le parfait? Parce que déjà, par rapport à votre sécurité de l'entreprise, vous devez déjà avoir un parfait à l'entrée du réseau. Il s'avère et il s'est fait que souvent le parfait Windows pose beaucoup de problèmes en termes d'application. Voilà pourquoi ça dépend de la politique de sécurité que vous avez, mais dans plusieurs entreprises, pour éviter beaucoup d'ennuis, ils vont plus se rabattre sur le parfait réseau au lieu du parfait applicatif. Donc, tout ce qui sera fait ici, je vais désactiver carrément mon parfait Windows. Je peux le faire par une policy, mais comme on n'est pas encore au niveau du groupe policy, je désactive carrément. Même au niveau public, je fais confiance à ma configuration externe de mon parfait. Voilà. Alors, si dans l'entreprise, vous avez l'antivirus pour l'entreprise, vous devez installer l'antivirus pour votre serveur. Mais une autre chose aussi à faire, c'est le backup. Le backup, c'est-à-dire vous rassurer que au cas où il y a une panne du serveur, vous serez à mesure de restaurer rapidement. Il y a plusieurs façons de faire le backup. Si mon serveur était sur le cloud Azure, par exemple, Microsoft vous donne la solution qui s'appelle Azure Backup, que vous faites rapidement. Mais comme je suis sur Hyper-V, comme ça, il y a plusieurs solutions dans l'entreprise que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser Vim, StorageCraft, il y a plusieurs solutions. Alors, si votre entreprise a une solution précise de backup, quand vous faites ça, rassurez-vous de configurer le backup pour votre serveur. C'est très important. Maintenant, je fais ça. Regardez ici, il dit que Windows n'est pas activé. Il est très important d'activer, surtout pour ceux qui suivent, vous qui suivez cette session à partir des États-Unis, ou même tout le monde, dans les entreprises qui sont un peu grandes, il y a ce qu'on appelle audit. Qu'est-ce qui se passe? Il y a toute une politique qui a été mise en place dans le monde IT, de sorte que beaucoup d'entreprises, pour éviter les difficultés en termes d'attaque et autres, prennent des assurances IT. C'est un domaine aussi qui paye beaucoup. L'assurance IT, lorsque vous prenez l'assurance IT, c'est eux qui vous couvrent face aux attaques et face à tout ce qui a trait à la conformité informatique. Maintenant, ce qui se passe est que ces entreprises d'assurance ont des auditeurs qui vont commencer à auditer vos configurations, se rassurer que vous êtes conforme à tous les règles et tous les principes. Ils doivent se rassurer que tous vos serveurs sont activés. OK? Ne pas activer ne vous pose pas trop d'ennuis. Mais lorsque vous êtes dans un monde où vous êtes exposé à l'audit, vous devez avoir des systèmes activés. Mais aussi, Microsoft aussi prend de temps en temps, envoie des auditeurs dans certaines grandes entreprises pour vérifier si vous utilisez les systèmes audités ou non. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si ce serveur était sur le cloud, les solutions qui sont fournies sur le cloud viennent avec l'option de licence directement. Donc, ce que vous payez sur le cloud, vous payez en même temps la licence. Par contre, dans mon cas, vous allez voir que notre serveur n'est pas sur le cloud,
le serveur est sur Hyper-V. Regardez, lorsque vous travaillez par exemple avec Hyper-V, ça c'est mon hyperviseur, là où je installais Hyper-V. Sur l'hyperviseur, je installé la version Data Center. Regardez, j'ai mis Windows Server Data Center et j'ai activé cette licence. Vous allez voir qu'il existe plusieurs versions de Windows Server. Vous avez Data Center, vous avez Standard et tout ce qui va Enterprise et tout ce qui va avec. Data Center généralement est utilisé pour ce genre de cas où vous aurez des machines virtuelles. Alors, Data Center coûte un peu plus cher que les autres, mais l'avantage est que dès que vous activez la licence Data Center, ça vous donne la possibilité de ne plus acheter des licences pour vos machines virtuelles que vous allez créer. Les machines virtuelles vont juste utiliser des licences gratuites provenant chez Microsoft, mais vont s'appuyer sur la licence payante Data Center que vous avez déjà acquise. Notons que la licence Data Center s'achète aussi sur le nombre de machines que ça peut supporter. Dans mon cas, je l'ai déjà activé. Tout ce que j'ai à faire, c'est de retourner sur ma machine virtuelle. OK? Je vais venir ici. Je viens sur Activate Windows. Une fois là, je dois aller sur le site de Microsoft pour trouver une licence standard qui va aller avec ma configuration. Je vais vous envoyer le lien, le temps que je trouve d'abord le site. Alors, j'ai une licence gratuite pour la version standard qui est là. Je copie. OK, ça ne me laisse pas coller. Je vais taper NG N69 G4B89J2 4G8F4 WWYCC J464C. Je vais sur suivant. OK, ouais. Désactivé. On le laisse un peu de temps. Je vais essayer une autre clé ici. Rapidement, essayer une autre clé. OK, on va redémarrer la machine et puis réactiver avec la clé que Microsoft nous donne. Alors, avant de redémarrer, je vais directement mettre un prochain changement. Souvenez-vous, dans notre plan ici, on a dit que le serveur doit s'appeler SVR Mashua DC01, le premier serveur. Alors, comme renommée demande exige de redémarrer, je vais directement redémarrer. Je sais que Windows Update est en cours, mais on ne peut pas attendre ça. Normalement, quand vous faites ça en professionnel, vous devez attendre que Windows Update se termine pour le faire. Alors, je viens ici, je redémarre, je renomme en donnant le nom SRV, Mashua d'ici. Alors, souvenez-vous, il faut toujours tout documenter. Quand tu travailles de façon professionnelle, tu supposes que après toi, quelqu'un d'autre viendra travailler. Donc, il faut que tout soit clair et tout soit documenté. Alors, je vais cliquer sur OK pour redémarrer le serveur. Et tant qu'il est en train de redémarrer, nous allons faire la même chose sur notre serveur numéro 2, donc qui est là. On commence par changer l'adresse IP. On va configurer les deux au même moment. Je vais changer l'adresse IP sur la carte réseau.
on s'était dit dans notre plan de configuration que l'adresse devait être 192, 192 et on tape keep lock 168, 254, 44. Notre passerelle est là. Notre subnet, la passerelle c'est 168, 254, 254. Le DNS préféré, c'est lui-même, commissariat contrôle de domaine, donc 44. Et après, Alternet, ça sera le premier qu'on a configuré. Donc, souvenez-vous, on avait dit qu'ici, nous inversons. Donc, je finis avec ma configuration IP. Alors, je suppose qu'on fait la même chose ici. Vous faites la mise à jour, vous installez votre antivirus, vous configurez votre backup. Moi, je vais juste rapidement désactiver le pare-feu Windows. Je vais venir ici. Je désactive le pare-feu Windows. OK. Le pare-feu Windows est désactivé. Après qu'on ait désactivé le pare-feu Windows, je vais autoriser les bureaux à distance. OK, on peut y aller ici. Propriété. J'autorise les bureaux à distance. Ensuite, je vais renommer la machine et redémarrer. Donc, je suppose encore, je répète, que vous avez installé vous avez fait la mise à jour, vous avez installé l'antivirus. OK, ma choix d'ici autour pour notre deuxième serveur. Je clique sur OK et après, il va redémarrer. OK, redémarre. On va attendre qu'il rentre en ligne. OK, notre premier serveur est démarré, il est maintenant en ligne, mais vous allez être d'accord avec moi que vous allez voir ici, euh, il n'est pas connecté sur Internet. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore configuré le forwarders. Je vais expliquer rapidement. Donc, je rentre ici sur ma configuration IP. Euh, vous allez voir que, regardez, la configuration, la manière dont nous avons configuré, comme il sera contrôleur des domaines, si on a dit que voici le DNS1, DNS2, on n'a pas encore configuré ce serveur comme DNS, alors notre serveur ne sait pas comment aller sur Internet. Il n'a pas, sur le plan routage, il peut aller, mais sur le plan DNS, il ne peut pas parce qu'il n'y a pas un DNS qui est publié sur Internet. En attendant que nous puissions configurer les forwarders, tout ce que je peux faire, je vais venir ici sur Avancé. Je viens sur Avancé, ok, je viens sur DNS. À part ces deux, j'ajoute le DNS de Google. 8. Je dis ajouter. Comme ça, à partir de ce DNS-là de Google, notre serveur pourra aller sur Internet. Voilà, il a changé automatiquement. Il sait maintenant aller sur Internet. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais encore rentrer, essayer ma licence depuis le site de Microsoft. Comme j'ai une version standard déjà activée, je vais venir ici, activer Windows. Je descends, changer la clé des produits. OK. La version standard, c'est NG, non, N69, G4, B, c'est 89, J2, 4, G8, F,
4 WWYCC J4 64C. On va aller sur suivant. On va dire activer. Je n'ai pas toujours eu la bonne clé. Je vais retourner sur le site de Microsoft rapidement ici. OK. Alors là, j'ai eu une bonne clé pour le standard. Je vais partager le lien depuis le site de Microsoft. Voilà. J'ai activé le premier serveur avec cette clé. Je vais encore répéter. La clé a été gratuite. Pourquoi? Parce que j'ai activé mon hyperviseur avec la version Data Center. On peut rentrer ici sur le deuxième serveur. Le deuxième serveur est là. On va se connecter avec notre compte administrateur qu'on avait mis. 2024. OK. Ça, c'est le deuxième serveur. Attendons voir le... Voilà. Il n'est pas encore connecté sur Internet. La même chose avec les forwarders, comme j'étais en train d'expliquer. Je vais rapidement ajouter l'adresse de Google pour me permettre d'aller sur Internet. OK, je vais sur la configuration. Nous allons ajouter le Advanced. Oh, ça, j'ai besoin du DNS. 8. Tu peux faire 8844, soit 4422. C'est aussi les différentes adresses DNS que Google nous donne gratuitement comme ça. Et j'attends qu'il active. OK. Je vais essayer ma même clé de licence ici. On peut attendre d'aller sur... OK, je suppose qu'il s'est déjà activé. On va prendre la clé qui est le TNK62 RX VTB 4B 47B 2D 623 4 GF 74. Alors, le temps qu'il est en train de s'activer. La question, c'est pourquoi j'ai pris 2019 serveurs. Aujourd'hui, il y a 2022 et il y a des entreprises qui sont encore sur 2012. 2012 qui est déjà, en concept anglais, on dit decapited. Donc, il est déjà out of support. Microsoft ne donne plus le support pour cette version-là. Ce n'est pas vous, en tant que système admin, qui dormez, vous réveillez, vous décidez laquelle version utiliser. Je répète, si vous regardez la première séance, nous, en tant que système admin ou network engineer, notre travail consiste simplement à implémenter la passerelle ou encore mettre en place des ressources afin que les données soient véhiculées. Ces données sont générées par les développeurs. Et il y a deux applications qui supportent tel ou tel autre système d'exploitation ou non. Et en termes de domaines, dans des sessions qui viendront, je vous parlerai de niveau fonctionnel. Donc, vous ne choisissez pas au hasard. Vous le faites sur base du besoin en termes d'application dans l'entreprise. Alors, nos deux contrôleurs de domaine sont, nos deux serveurs sont prêts. Ils ne sont pas au contrôle de domaine. Vous allez voir qu'il dit maintenant que Windows est activé. Et Windows est maintenant activé. On a pu activer. On va juste redémarrer et tout va bien aller. Ouais, il dit si Windows is activated. Donc, on n'a plus de soucis en termes de préparation du serveur. Ici, je suppose que vous avez activé votre backup, vous avez mis Windows à jour, vous avez votre mot de passe administrateur qui est complexe déjà activé, vous avez votre configuration réseau en place, tout est bon.
Là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est maintenant de rendre notre premier serveur un contrôleur de domaine. Alors, comment le faire? Je suis dans le serveur. Vous avez, à l'époque, dans des versions précédentes, Windows vous donnait la possibilité de tout faire avec une commande qu'ils appelaient DC Promo. C'est-à-dire que il va installer les rôles et puis promouvoir le serveur comme contrôleur de domaine. Mais les différentes versions 2016, 2019, 2022, vous installez les rôles en graphique ou en ligne de commande et après vous allez faire la promotion du domaine. Vous n'êtes plus obligé de passer par DC Promo. Alors, qu'est-ce que je fais? Voici la console Server Manager. Si par défaut, elle n'est pas ouverte, dans votre serveur, vous cherchez juste serveur, vous écrivez Server Manager, vous l'aurez là. La console s'ouvre. OK. Dès qu'elle est ouverte, vous cliquez sur Add Roles and Features. C'est là que vous aurez l'assistant qui vous donne la possibilité d'ajouter n'importe quel rôle que vous voulez. Je vais aller sur suivant. Et je prends le rôle de base, qui est le contrôleur de domaine en ce qui nous concerne. Je vais sur suivant. Ici, il va vous demander de sélectionner les serveurs où vous voulez déployer les rôles parce que dans la suite, vous verrez qu'il est possible d'avoir plusieurs domaines et de préciser quel serveur qui sera le serveur cible. Nous, on est au niveau local, c'est-à-dire le serveur DC1, donc je laisse ce niveau-là, je vais sur suivant et après, je sélectionne les rôles. Vous voyez ici, il y a plusieurs types d'Active Directory. Dans le plan de nos sessions, j'avais dit qu'on va aussi aborder le rôle certificat. On en parlera quand on arrivera à ce niveau-là. Pour ceux qui aimeraient savoir comment je fais de ma première machine un host Hyper-V, j'avais fait la même chose. Je suis juste venu ici, je sélectionné Hyper-V et puis je cliquais suivant. Donc, c'est très simple. Tous les rôles que vous voulez sont là. Si vous voulez que les serveurs soient un serveur d'application ou un serveur web, vous allez choisir Web IIS Server. Donc, voilà. En ce qui nous concerne, nous voulons installer le rôle domaine. Je vais sélectionner ici domaine service, Active Directory. Généralement, il y a des rôles qui viennent avec des fonctionnalités, comme celui-ci. Voici les fonctionnalités par défaut qui doivent être installées. Je dis, OK, je vais aller avec ces fonctionnalités. Je vais sur suivant. Je n'ai pas besoin d'ajouter des fonctionnalités au-delà de ce que j'ai déjà pris. Donc, je vais jeter sur suivant. Et après, je vais sur suivant. Il vous demande si vous voulez que le serveur puisse redémarrer automatiquement au cas où le rôle que vous installez exige que le serveur soit redémarré. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un serveur qui est déjà en production. Je vais aller sur installer. Alors, l'installation va commencer. On le laisse quelques temps et après, dès qu'il va finir, il va redémarrer. Alors, pendant que le rôle est en train de s'installer dans le premier serveur, on peut faire la même chose pour le deuxième serveur qui sera les contrôleurs secondaires. Et on note pourquoi il faut avoir deux. Il faut avoir deux parce que lorsqu'on expliquait la première séance, on vous a dit combien un contrôleur de domaine Active Directory jouait un rôle très important en entreprise. Donc, si le principal est down, comprenez que l'authentification d'entreprise est aussi down. Voilà pourquoi il faut toujours avoir au minimum deux. Comme ça, les deux l'un peut faire le backup de l'autre. Alors voilà pourquoi on configure le deuxième. Je vais aller ici, dans le deuxième serveur. Le temps que nous attendons le premier. Voilà, je suis dans le deuxième serveur. On va faire la même chose. On a déjà configuré le serveur. On va juste aller sur ajouter les rôles. On va aller sur suivant. Ouais, suivant. Et après, on va aller sur suivant. Il a sélectionné le deuxième. On va ajouter le rôle Active Directory Domain Service. On dit oui. On va aller sur suivant. On n'a pas besoin d'ajouter des fonctionnalités. On va sur suivant et on autorise qu'il puisse redémarrer. Au cas où il faudra redémarrer automatiquement. On va aller sur installer. On lui laisse le temps aussi d'installer. Essayons de voir où nous en sommes avec notre premier serveur. Il est là.
Voilà, il nous dit que l'installation est finie, OK, mais il faut maintenant configurer les serveurs. C'est ce que je voulais dire. La version précédente, vous allez juste lancer la commande DC promo. La commande va vous aider à faire et l'installation et puis aussi la promotion. Et ici, le rôle a été installé, mais notre serveur n'est pas encore un contrôleur des domaines. Donc, on doit le promouvoir pour devenir un contrôleur des domaines. Alors, c'est simple. Je ferme cette console. Vous allez voir ici la notification qui est là. Si vous cliquez, il vous dit Promote this server to a domaine controller. C'est là que vous pouvez maintenant promouvoir votre contrôle de domaine, votre serveur à un contrôle de domaine. Je clique oui. Je clique sur le lien. Alors, on avance. Alors, ici, tu dit, vous avez ces trois options ici. Ajouter un domaine dans un contrôle, ajouter un contrôle de domaine dans un domaine qui existe. OK? On a eu, juste au début de cette session, parlé de quelques terminologies. Je crois que vous avez compris c'est quoi une forêt, c'est quoi un domaine et c'est quoi un contrôle de domaine. Alors, pour ce cas, comme c'est un premier domaine que nous sommes en train de déployer, c'est-à-dire qu'il sera le premier de la forêt. Qu'est-ce que je fais? Je vais choisir l'option ici parce qu'il sera notre premier domaine. Il sera comme la racine même de la forêt. Alors, je sélectionne là, ici notre premier domaine, et selon notre documentation, on avait dit que notre domaine, c'est salama.local. Alors là aussi, je précise. Il y a des gens qui configurent, par exemple, Salama, c'est le nom de l'entreprise. OK? Admettons que votre entreprise s'appelle NextGen. Et vous configurez le domaine interne comme nextgen.com ou encore .net. C'est bien, mais ça vous posera un problème lorsque vous allez avoir un domaine biblique. Par exemple, un site web externe. Les gens qui sont en interne pour se connecter à votre ressource qui est publique, ils auront du mal parce qu'il y aura conflit avec les domaines internes. Voilà pourquoi il est conseillé d'avoir un domaine différent en interne. De façon professionnelle, plusieurs vont aller avec d'autres locaux. Et puis maintenant, prendre un domaine public à l'extérieur. Si on aura le temps, je vous montrerai comment prendre un public externe. Alors, je vais dans notre cas, c'est Salama. Salama, on a dit Salama. Non, non, salama.local. C'est le nom de l'entreprise. Je vais aller sur suivant. On lui donne un peu de temps. Alors, ici, vous devez donner le mot de passe de secours. C'est très important, ces mots de passe. Ils vous aident dans beaucoup d'éléments. Et ici, c'est le domaine, le mode de fonctionnement. Il y a d'autres services et d'autres applications qui ne fonctionnent pas ou qui ne sont pas compatibles avec certains niveaux fonctionnels du domaine. 2008, 2012, tout ça ne sont plus supportés par Microsoft. Normalement, il n'est même pas conseillé de choisir ce niveau fonctionnel-là. Mais ça dépend, quels que soient les niveaux fonctionnels de votre forêt ou de votre domaine, il est toujours possible de changer cela lorsque le domaine est déjà déployé. Dans notre cas, nous allons laisser 2016 parce que c'est le niveau le plus récent. Je prends le mot de passe, un mot de passe aussi à documenter parce qu'en cas de problème, vous allez l'utiliser. Alors, moi, j'utilise les mêmes mots de passe administrateur que nous avons eu à configurer au début. Je vais aller sur suivant. Je n'ai pas besoin de créer une zone de délégation pour l'instant. On ne parle pas en détail du DNS ici. Euh, OK. Le nom NetBIOS, on n'en parlait pas en détail à ce niveau. Donc, je vais aller suivant. Je laisse celui qui a été pris automatiquement par le système. Il nous demande ici où sera notre base de données pour l'annuaire. Je laisse la location par défaut. Et il va revoir ici toutes nos configurations. Je dis c'est bon. Il va revoir ici si je respectais le prérequis matériel. S'il peut échouer sur quelque chose, ça pourra peut-être être le Windows Update parce qu'on n'a pas fini ça. Mais attendons voir.
OK, il nous dit quand même il y a quelques warnings qui sont là et comment les fixer, mais en dehors de cela, nous avons quand même respecté tous les prérequis pour promouvoir ces domaines, ces serveurs comme contrôle de domaine. Je vais aller sur installer. On va attendre. Dans les temps d'installer toutes ces fonctionnalités. OK, notre implémentation est finie. Il est automatiquement en train de redémarrer le serveur. On le laisse redémarrer et revenir en ligne. Alors, pour le deuxième, nous n'allons pas directement le promouvoir. Pourquoi? Parce que il sera membre du domaine principal, c'est-à-dire comme il sera secondaire ou alternatif, domaine alternatif du premier domaine, ce qu'on devra faire, on devra l'intégrer, lui, dans les premiers domaines et après, on va les promouvoir. Donc, nous devons attendre que le premier domaine rentre en ligne. Dès qu'il sera en ligne, nous allons devoir maintenant avancer. On attend qu'il puisse démarrer et qu'il redevienne disponible. Comme ça, on pourra avancer. Je vais voir à quel niveau il est. Parlons du premier serveur. Voilà. Il est encore en train de redémarrer. Alors, vous allez noter que le compte administrateur que nous avions créé lorsqu'on installait le système, automatiquement, il sera notre compte administrateur au-dessus du domaine. Mais de façon professionnelle, dès que le domaine est implémenté, ce n'est pas ce compte administrateur-là que vous utilisez. Chaque utilisateur qui doit jouer un rôle administrateur dans le serveur devra avoir son propre compte à lui et vous lui assignez des rôles. Pourquoi? Parce que en termes d'audit, admettons que l'entreprise dispose de plusieurs informaticiens, plusieurs ingénieurs qui travaillent sur le même serveur. Alors, il faut que tout un chacun puisse avoir un compte avec son pouvoir administrateur. S'il y a un problème qui s'est fait et que vous devez faire l'audit, vous savez savoir quel compte a fait quoi. Mais si vous permettez à ce que tout le monde puisse utiliser les mêmes comptes, en cas de problème, eh ben, vous aurez du mal à bien faire votre audit. Donc, ces comptes nous ont juste aidé à faire les premières implémentations, mais dès que nous avons notre domaine, on peut ne plus l'utiliser. On pourra créer un autre compte administrateur avec tous les droits que nous voudrons lui assigner. Donc, attendons que le serveur soit prêt. Dès qu'il est prêt, on va intégrer l'autre serveur dans celui-ci et après, on va le configurer comme secondaire. OK, notre serveur est totalement en ligne maintenant. Il a pris longtemps de se connecter parce qu'il est maintenant un contrôle de domaine. Vous allez voir que même l'authentification a changé ici. Il vous donne le domaine en avance et puis le nom après. Mais on va se connecter avec notre même mot de passe. Alors, comme c'est la première connexion, il va prendre un peu de temps. Il est déjà maintenant un contrôle de domaine et comment vous pouvez le savoir? Lorsque Server Manager s'ouvre comme ça, hum, il suffit voilà, il suffit d'aller ici sur Local Server. Regardez, il vous dit domaine Salama.local. Souvenez-vous, c'est le domaine qu'on avait installé. Et si vous allez sur, vous allez ici sur Tools, donc Outils, vous voyez qu'ici il y a Active Directory Site and User and Computers. Donc c'est le rôle l'un des rôles qu'on a installé lorsqu'on déploie. Donc si je clique là-bas,
il va m'ouvrir la console Active Directory que beaucoup d'entre vous connaissent déjà pour le déploiement et l'installation. Alors, par défaut, il y a une unité organisationnelle qui s'appelle Domain Controller. Quand je regarde là-bas, il y a mon DC qui est là. Donc, c'est fini. Nous avons déployé et installé ces serveurs comme contrôleurs de domaine. Maintenant, retournons au deuxième serveur afin de l'intégrer premièrement dans les domaines et après on va le promouvoir comme secondaire et on aura fini pour cette session. Alors, comment je vais intégrer? La même procédure, c'est ce que vous faites pour intégrer n'importe quelle machine dans votre domaine. Vous pouvez le faire en ligne de commande ou en graphique. En graphique, voici la procédure. Donc, lorsque je suis ici, au même endroit où on avait changé de nom, OK, je peux aller sur changer. Au lieu de groupe de travail, moi, je dis domaine. Souvenez-vous, on avait appelé notre domaine salama.local. Je clique OK. Donc, il ne le contacte pas encore. Attendez, je vais vérifier le configuration du côté DNS. On peut même essayer de faire un ping pour nous rassurer que exactement on est à mesure de contacter le serveur ou le domaine. Salama.local. OK, on a un souci avec notre DNS. OK. Au niveau du DNS, voilà, ce qui se passe, c'est que on doit se rassurer que notre DNS, ici, la première adresse que vous mettez ici, c'est l'adresse de votre contrôle de domaine. Donc, j'ai remplacé, j'ai mis 43, qui est notre contrôle de domaine qu'on vient de déployer, serveur 1, et puis auxiliaire, j'ai mis serveur numéro 2. Alors, quand je fais ça, on va maintenant essayer encore de voir si on peut même contacter les domaines. Si je fais un ping salama.local, OK, il me répond. Il répond à l'adresse qu'il faut. Maintenant, on peut retourner pour essayer d'intégrer encore la machine dans le domaine. Je vais aller sur propriété, Active Directory, salama.local. Je vais sur OK. Et maintenant, la page d'authentification pour les domaines. Je mets un compte qui a le pouvoir d'intégrer une machine dans les domaines. Un compte du domaine qui a le pouvoir d'intégrer une machine dans les domaines. Alors, je vais enlever notre compte administrateur parce qu'on n'a pas encore créé un compte. Et je mets notre mot de passe qui était Dallas 2024. Je dis OK. Nous attendons. Il nous dit bienvenue dans les domaines. Bienvenue. Alors, on va dire OK. Il va impérativement redémarrer la machine pour que la machine puisse intégrer les domaines. On attend que la machine revienne. Dès qu'elle sera en ligne, nous allons maintenant la promouvoir comme contrôleur de domaine secondaire et on aura fini. Nous aurons nos deux domaines en place. Alors, attendons que la machine revienne. OK, notre machine a redémarré et si on clique là, on va se connecter. Dallas 2024. Le temps qu'il se connecte, essayons de voir notre serveur numéro 1 qui est notre contrôle de domaine. Si je rafraîchis ici, je viens sur ordinateur. Il vous montre que le serveur 2 est déjà membre. Il est déjà compté parmi les ordinateurs qui sont membres de notre domaine. Alors, qu'est-ce que nous allons maintenant faire? On doit maintenant promouvoir notre serveur numéro 2 pour qu'il soit un deuxième contrôleur des domaines. Ouais, notre notification est toujours là. Je vais aller sur la promotion. Maintenant, ici, voici. Si je dis, je ne sais plus aller sur Add New Forest parce que il est déjà membre d'un domaine.
OK, il est déjà membre de ce domaine qui est là. Alors, on lui donne juste le temps de s'activer. OK? Tout ce qu'on peut faire ici, il est membre du domaine. Si je veux qu'il soit un contrôleur alternatif, un contrôleur de domaine alternatif ou secondaire, comme on le dit des fois, je vais venir ici, Add a domain controller to an existing. Souvenez-vous, la première option, on avait choisi nouveau parce que c'était le premier dans les domaines. Moi, je dis, ajoute-les dans un domaine existant. Quel domaine existant? Il l'a déjà vu automatiquement parce qu'il est déjà membre de ce domaine existant-là. Alors, l'option du milieu ici, c'est si je veux faire de ce domaine un domaine enfant. Par exemple, quoi? Nous avons Salama.local. Admettons que Salama, c'est l'entreprise et Salama a plusieurs extensions. Il y a une extension, par exemple, pour ceux qui sont au Congo, il y a une extension à Lubumbashi, une extension à Goma. Et que moi, je vais installer un domaine enfant pour Goma. Alors, je vais choisir la deuxième option ici, qui sera maintenant goma.salama.local. Ça ne sera pas un domaine secondaire, mais il est un domaine enfant. Il dépend du domaine principal. Donc, ce n'est pas ce que nous voulons faire. Ici, nous voulons avoir un domaine parallèle. Voilà pourquoi je vais laisser ici la première option. Et je sélectionne le domaine que je vais. Je vais sur suivant. Et qu'est-ce qu'il dit? Supply et account. OK. Voilà. Il nous demande un compte du domaine. On a un compte du domaine qui est administrateur. Et je pose le mot de passe. C'est ça les mots de passe. OK. Alors, en IT, chaque fois que vous implémentez des choses, il y aura toujours des erreurs qui vont sortir et autres. Quand vous voyez un message d'erreur, il faut toujours lire qu'est-ce que ça dit pour savoir comment vous y prendre. OK? Alors, je vais donner ici les mots de passe que on avait mis pour la restauration, souvenez-vous. OK? Il me demande de choisir ici le site qui est vide. Qu'est-ce que le message me dit? Error getting the list of sites from the targeting environment into the territory domain controller for this activity. OK. Il n'arrive pas à les contacter. Attends, on va reculer un peu. On va essayer de voir si on a encore un souci de DNS ou pas. Je vais faire un ping vers Salama. C'était Salama? Yeah. Salama.local. On a encore un souci de DNS. Attendez, je vais vérifier. Je peux essayer de contacter le domaine principal qui était, je crois, 192, 168, 254, 43. Je peux le contacter à partir de l'IP. Donc, je n'ai pas un problème au niveau du réseau. Mais par contre, j'ai un problème au niveau du domaine. Attendons voir notre configuration ici. DNS change. Yeah, it is salama.local. Si on déflashait les DNS, la commande ipconfig flash DNS permet de rafraîchir la configuration DNS. Je rafraîchis. Voilà, mon DNS problème est résolu. Je sais maintenant faire les pings. Essayons de retourner pour voir ce que ça va donner ici. Qu'est-ce qu'il dit toujours? An error getting the site. Il n'arrive pas toujours à contacter le site ici. Ok, pas de problème. On va carrément reprendre. Je vais cancel.
Administrator. Le mot de passe, c'est Dallas 2024. Exclamation. Voilà, on a les comptes, on a les mots de passe. Active Directory Domain Control for the... Ok, qu'est-ce qui se passe avec le premier serveur? Retournons ici. Voyons voir. Il est en ligne. Il n'a pas de soucis. On retourne au deuxième serveur. Ok, on va évoluer. Il y a un petit souci avec mon réseau interne, là où le serveur se trouve. Alors, à ce niveau ici, dès que vos deux machines communiquent sans problème, vous mettez juste le mot de passe que vous voulez avoir pour votre système. OK. C'est le même mot de passe qu'on avait mis de l'autre côté, souvenez-vous. On va aller sur suivant. Et il va regarder, on n'a pas besoin de DNS. On va attendre ici et on va aller sur suivant. Il vous demande ici s'il va répliquer depuis quel domaine. Moi, je prends n'importe lequel, vous pouvez spécifier. On a juste un seul domaine. Je vais aller sur suivant. Quelle est la localisation où il va mettre la base de données? On peut prendre ça. Je vais aller sur suivant et après, je vais sur suivant. Il va regarder si nous respectons les prérequis. Si on ne respecte pas, ça sera Windows Update. Mais je suppose qu'il ne va pas nous poser souci. C'est le cas. Nous sommes dans les bons. On va sur installer. Et après, on va juste attendre qu'il termine et redémarre. Dès qu'il aura fait ça, notre serveur, notre deuxième serveur sera désormais un contrôleur des domaines secondaires qui va fonctionner au même titre que les premiers. Donc, il est alternatif, c'est-à-dire si le domaine principal n'est pas en ligne, il est éteint, ça ne veut pas dire que les gens auront du mal à s'authentifier. Le deuxième va directement va jouer le rôle que le premier était en train de jouer. Donc là, votre entreprise est vraiment en sécurité en termes d'authentification et vous n'avez pas de soucis liés au domaine. Alors, pour terminer, le temps que le deuxième domaine ici est en train de s'installer, attendant qu'il redémarre, je vous montre juste où est-ce que vous allez configurer votre forwarders et pourquoi vous devez le configurer. Et après, ça sera tout pour cela. Alors ici, c'est fini. Voilà, il va redémarrer la machine parce que la promotion a été faite. Il faudra impérativement redémarrer. Voilà, il s'est fait déjà automatiquement. On attend qu'il revienne. Ok, voilà, c'est bon. Notre contrôleur des domaines secondaires est en ligne. Il est maintenant un domaine. On peut rentrer sur le premier serveur. Si vous revenez ici au premier serveur et on va dans la console Active Directory, utilisateur et ordinateur. Si vous cliquez sur contrôle de domaine, vous voyez désormais les deux machines montrent dans cette unité organisationnelle. Au début, le serveur 2 était en train de montrer juste ici sur Computers. Vous voyez? Alors, regardez, je viens ici sur les premiers contrôleurs. Je peux créer une unité organisationnelle. Donc, je fais un clic droit sur Salam.local. Je vais sur Nouveau. Je dis unité organisationnelle que je peux appeler imprimante. Je dis OK. Je l'ai créé au niveau du contrôle de domaine numéro 1. Comme vous pouvez voir ici, ma choix DC1. Allons-y maintenant dans le serveur numéro 2. On va se connecter dans le serveur numéro 2. Voilà. On va aller dans le serveur numéro 2. 2024. Il s'authentifie.
Voilà, donnons-lui un peu de temps de se connecter. Attendons, on va aller dans la même console dès qu'il va totalement se charger. On- Ok, alors, on va dans la console ordinateur et utilisateur qui est ici. En Haïti, il faut juste avoir des fois la patience. Ok, lorsque je clique ici, regardez, Printer est là. On n'a pas créé Printer dans le serveur numéro 2. On avait créé le numéro 1, mais il s'est directement répliqué ici. Je peux venir en dessous au lieu de Printer, je crée un autre ici que je vais appeler par exemple, bon, en dessous de Printer, je crée un nouveau dossier, une unité organisationnelle qu'on va appeler par exemple HP. Je dis OK. Voilà. Rentrons au serveur numéro 1. Essayons de rafraîchir. Il y a juste un temps qu'il prend pour la synchronisation. Donc, je vais fermer. C'est en termes de quelques... il y a une configuration que vous pouvez modifier et voir. Ici, dans Domain and Trust, je vais vous montrer ça quand on va arriver à ce niveau-là. Attends, je vais rentrer ici. Bon, il n'a pas encore répliqué. Mais il va juste prendre un temps. Vous allez voir que les dossiers que nous avons créés de l'autre côté, il va aussi se répliquer ici. Mais si ça ne réplique pas, il y a une commande, rapidement, il y a une commande que vous pouvez faire pour forcer la réplication. Alors, on reviendra sur la commande la session prochaine lorsqu'on parlera de la migration des rôles. Alors, la dernière chose que je voulais vous montrer, j'étais en train de parler du forwarder. Pourquoi le forwarder est important? Parce que regardez, en entreprise, les problèmes de DNS sont des problèmes très fréquents. Si vous ne configurez pas bien le nom des domaines, le DNS, il y aura trop de soucis. Il y a un service qu'on appelle DHCP, pour ceux qui Dynamic Host Control Protocol, pour ceux qui sont un peu avancés en réseau. C'est lui qui va attribuer automatiquement les configurations. Alors, si vous avez beaucoup d'applications qui fonctionnent déjà dans l'entreprise, vous êtes obligé de vous rassurer que vos équipements internes en entreprise puissent avoir comme DNS les adresses de vos domaines. Le problème est que si vos équipements ont comme DNS les adresses de vos domaines, ils risqueront d'avoir du mal à aller sur Internet s'ils n'ont pas des DNS publics qui viennent de votre provider ou encore des DNS comme de Google. Alors, qu'est-ce que les gens font généralement de façon professionnelle? Vous allez venir dans votre contrôle de domaine. Vous avez vu que par défaut, lorsqu'on a installé le rôle du domaine, il a aussi installé un rôle DNS. Je vais aller dans la console DNS. Donc, en dessous des outils, je vais aller sur DNS. Automatiquement, il va me donner la console pour le DNS. Alors, vous allez faire un clic droit sur votre serveur. Vous allez sur Propriété. Il y a une console qui s'appelle Forwarders. Une option. Je viens sur Forwarders. Souvenez-vous de 888 qu'on avait ajouté quelque part. Il se retrouve là. Donc, c'est ici que je vais venir, je vais dire éditer. Je viens ici et je peux maintenant jouer avec tout ce que je veux. Je peux enlever celui qui est là ou je peux encore ajouter un autre. Je peux dire par exemple, si mon provider m'avait donné 2 DNS ou 4, je peux ajouter par exemple 192, 192, 168, 254, 254, qui est un DNS de mon provider. OK? Et il est en train de résoudre sans problème. Il trouve qu'il va résoudre ça. Donc, si vous n'ajoutez pas ici, vos machines en interne risqueront de ne pas aller sur Internet. Et si vous donnez juste à vos machines en interne comme DNS, c'est de Google,
vos machines en interne auront du mal à communiquer avec les applications en interne parce que votre DNS en interne pose un problème. Donc voilà un peu le lab qu'on devait faire jusqu'à ce niveau. La session prochaine, on va essayer de manipuler euh, la console elle-même et puis voir comment on peut migrer les différents rôles dans un domaine. Quant à moi, je vous questions, réponses. Merci. Ok, voilà, merci, je suis de retour ici. Je crois que la vidéo a été longue. Je vous avais averti qu'on va un peu déborder aujourd'hui parce que s'il fallait faire ceci en live avec vous, peut-être que ça prendrait 2 heures ou 3 heures parce qu'à tout moment, je devais mettre pause sur la vidéo lorsque la machine devait redémarrer, mettre à jour Windows, comme ça, on gagnerait à temps. Donc, voilà un peu la raison. Alors, je crois que il y a beaucoup de choses qui ont été partagées. La vidéo est enregistrée, on va renvoyer dans le groupe lorsque ce sera sur YouTube. Néanmoins, par rapport à ce que vous avez suivi, on va juste prendre quelques questions et puis on va se séparer. Je vais commencer avec Orlin. Orlin, allez-y, et puis Newman, vous allez prendre. Merci beaucoup pour ces labs. J'ai tout suivi, hein. En tout cas, merci beaucoup, mais je ne serai pas très long dans mes préoccupations. Comme on est en train de parler de bonnes pratiques, j'aimerais savoir ce que vous conseillez concernant l'aspect installation. Est-ce que ces deux serveurs doivent être logés dans le même serveur physique ou dans le même bâtiment ou ils doivent être séparés physiquement? Ça, c'est la première question. La deuxième consiste sur l'aspect licence. C'est juste une précision. Comme on a des serveurs, un contrôleur de domaine principal avec l'autre qui est les réplicas du premier, est-ce qu'il faut avoir des licences obligatoires pour ces deux contrôleurs? C'était ça mes deux préoccupations. Merci. OK, pour la première question, la bonne pratique, vous allez voir, attendez, je vais me connecter sur le même serveur que vous êtes en train de voir dans la vidéo. La bonne pratique, il n'est pas vraiment conseillé d'avoir les deux serveurs si ce sont des machines virtuelles, OK? Si vous allez dans la virtualisation, comme cela a été le cas pour moi dans cette lab, il n'est pas conseillé d'avoir les deux machines sur un même, sur un même serveur physique. D'ailleurs, il est conseillé, sur un contrôleur sera une machine virtuelle, que l'autre soit une machine physique. Pourquoi? Parce que j'ai même vu des gens commettre l'erreur ouais, pour le cas ici, on a notre hyperviseur qui est là, avec nos deux domaines, un, deux sur le même serveur. Mais le serveur ici, l'hyperviseur ici que nous avons, il n'est pas membre du domaine. J'ai vu des gens commettre les erreurs où ils vont prendre cet hyperviseur, ils le joignent dans les domaines. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il y a un problème, par exemple, l'hyperviseur est éteint, ça veut dire qu'automatiquement, les deux domaines ne sont pas allumés et l'hyperviseur et les domaines, plus personne ne s'est authentifié, surtout si vous n'avez pas les mots de passe local administrateur. Alors, comme bonne pratique, vous pouvez laisser ça comme ça à condition que votre hyperviseur soit dans un cluster, c'est-à-dire que vous avez au moins 2 ou 3 ou 4 ou plus hosts et vos machines virtuelles peuvent migrer d'un serveur physique à un autre. Mais si vous ne savez pas le faire, alors rassurez-vous qu'un serveur soit physique et l'autre soit sur l'hyperviseur. Ça, c'est pour la première question. Mais si c'est sur Azure, là, vous n'avez pas de soucis. Du côté cloud, Azure ou AWS, il y a toujours des notions de redondance, entre autres, availability set, scalability, qui vont permettre à ce que vos serveurs soient même dans des zones géographiques différentes pour éviter ces problèmes. Pour l'autre question que tu as posée, la deuxième question, je crois que tu peux la répondre un peu. Tu parles de licence, voilà. Oui, sur le plan Microsoft, c'est deux serveurs différents. En fait, là, on n'est pas en train de mettre la licence à un rôle. On met la licence au système. Donc, c'est deux serveurs qui ont deux systèmes différents. Donc, vous devez appliquer la licence pour chaque serveur. OK.
Oui, Ça, donc c'est vous bien devez compris. impérativement appliquer la licence pour chaque serveur. Beaucoup d'entreprises échappent ces histoires, mais si vous tombez dans le panier de Microsoft, il vient vous auditer, il trouve que vous n'avez pas de produits licenciés et que vous êtes un gros morceau, alors là, vous allez payer cher. Ah oui. Mais aussi, si vous avez une panne et que vous appelez Microsoft pour qu'ils puissent vous aider à fixer les problèmes, s'il n'y a pas de licence, ils ne vont pas vous aider. Voilà pourquoi dans le monde professionnel, il est important d'utiliser toujours des solutions avec licence. Quand vous êtes bloqué, les propriétaires de la solution est dans l'obligation de vous aider. Allez-y, monsieur Nyoumou. Merci beaucoup. D'accord. Monsieur Nyoumou, Bonsoir, allez-y. bonsoir ingénieur. Oui, allez-y. Euh, Bonsoir. je voudrais savoir les parallélismes qu'il y a dans les processus de déploiement entre les primaires et les secondaires. Parce qu'avant, lorsqu'on faisait les déploiements, disons, on n'intégrait pas les secondaires. C'est-à-dire, les secondaires, on ne les intégrait pas dans les contrôleurs primaires. C'est-à-dire, à la limite, on avait des machines où il y avait des systèmes serveurs et vous configurez les DNS primaires et les secondaires dans les deux machines et après, l'autre est déclaré primaire, l'autre est déclaré secondaire. Maintenant, là, dans les processus de déploiement, je vois, à partir du moment où nous avions déjà un primaire, il faudrait passer par une intégration au domaine de cette machine-là, ainsi que les promouvoir comme étant contrôlés des domaines secondaires. Est-ce qu'il y a les parallélismes, est-ce qu'il y a un parallélisme là-bas ou bien il y a quoi au juste? Si vous n'intégrez pas, vous devez alors notifier manuellement les domaines. Et généralement, pour le faire manuellement, il vous pose beaucoup d'ennuis. Mais si vous intégrez, lorsque vous arrivez à ce niveau-là, le serveur connaît automatiquement dans quel domaine il appartient et il vous facilite la tâche en termes d'implémentation. Donc voilà pourquoi tu vas voir qu'on a juste résolu de l'intégrer pour qu'il nous facilite la tâche dans l'évolution. Pourquoi? C'est qu'est-ce qui arrive? Euh, pour ceux qui sont en Afrique, la notion de domaine peut paraître simple parce que parfois, vous travaillez pour une entreprise qui n'a qu'un seul domaine. Pour ceux qui sont en Amérique, par exemple, vous allez voir, les entreprises ont culture à acheter d'autres entreprises. Je commence une entreprise dans un domaine bien précis. Lorsque je commence à devenir grand, je commence à racheter mes concurrents. C'est ça la tendance ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'une entreprise rachète les concurrents, automatiquement, il ne va pas changer le domaine du concurrent. Disons que la première entreprise s'appelait Machua. Elle va racheter une entreprise qui s'appelle Salama. Si vous allez vous retrouver dans l'entreprise, vous avez des différents domaines. Moi, j'ai eu à travailler chez Expedia en 2017. On avait à peu près 15 domaines à gérer. Et ce n'était pas facile. Alors là, il fallait faire des réplications et autres systèmes pour fonctionner. Maintenant, si vous, lorsque vous devez ajouter un domaine dans une forêt comme celle-là et que vous ne savez pas intégrer en avance, vous serez parfois perdu lorsqu'il faut identifier c'est quoi le vrai domaine dans lequel je dois appartenir. Donc voilà pourquoi, pour simplifier la tâche, on avait commencé par intégrer et puis l'intégration nous a facilité juste l'évolution. Je ne sais pas si je vous ai Je répondu. vois. Je D'accord. vois. Merci, ingénieur. J'ai compris. Merci. Il y a ingénieur Alder qui a une question. Allez-y. Vous êtes à mute si vous parlez. Ok, merci pour la parole. J'ai deux petites questions. La première, c'est autour de la réplication. Vous avez dit qu'il y aurait une commande qu'on devrait saisir pour qu'il y ait réplication sur le serveur secondaire. Ma question est celle de savoir, est-ce qu'on devra à chaque fois saisir cette commande ou il y a une possibilité de réduire le timing sur le serveur? Il y a une possibilité de réduire le timing. La séance prochaine, quand on va parler de comment migrer les rôles, je vais vous montrer et la commande et vous dire c'est quoi le timing par défaut de réplication. Il y a une possibilité de réduire, mais aussi il faut comprendre que le temps de réplication dépend aussi du réseau. Là, ça pouvait être très rapide parce qu'on est dans un même segment physique. Mais lorsque vous avez, par exemple, vous pouvez avoir un serveur à Kinshasa et puis un autre qui est à Lubumbashi, comprenez que le temps de réplication sera différent dépendamment de votre trafic réseau. Ok,
merci. La deuxième petite question, c'est sur le backup. Oui. Alors, le backup dont vous avez fait allusion après installation du système serveur, est-ce le backup du système d'exploitation en entièreté ou seulement des services qu'on a déployés? OK. En termes de backup, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle bare metal. Bare metal, c'est quoi? On veut se rassurer que lorsque un système est down, vous pouvez les ramener en ligne le plus tôt possible. Parce que imaginez-vous que on n'avait qu'un seul contrôleur de domaine et qu'il soit down. Si je dois réinstaller physiquement, ça veut dire que je dois réinstaller le système d'exploitation, mettre à jour, aller à ces étapes. Ça peut me prendre peut-être 2h30 ou 3 heures. Mais si j'avais fait un backup de ces serveurs ici, qu'est-ce qui arriverait? J'allais directement restaurer dépendamment au fonctionnement de mon backup. Aujourd'hui, beaucoup de backups vous donnent la possibilité de restaurer dans moins de 5 minutes. Le serveur est en panne, dans moins de 5 minutes, je le restaure, il est apte et on continue le travail. Qu'il soit un serveur physique ou qu'il soit encore un serveur virtuel. Donc voilà pourquoi, dans une entreprise qui se respecte, tout serveur critique, vous devez avoir un backup pour ce serveur. Maintenant, en termes de restauration, il y a des choses. Vous pouvez faire le backup des données ou le backup du serveur. Pour notre cas ici, le contrôle de domaine, on n'a pas besoin de faire le backup des données. On va faire le backup de tout le serveur. Mais si c'était un serveur de fichiers, dans ces cas, on ferait le backup du dossier où se trouvent les fichiers des utilisateurs. Quand il y a un problème, on peut juste restaurer les fichiers qui ont posé problème. D'accord, merci. D'accord. Alors, je crois, il y a ingénieur Jean-Marc qui a une question, allez-y. Oui, merci beaucoup pour la parole. En fait, moi, j'ai une préoccupation, j'ai un peu une confusion. Vous voyez, vous avez parlé de l'option lorsqu'on configure le DNS, dans la console, le DNS je sais pas Forwarder. encore c'était. Ouais, voilà, forwarder, quelque chose pareil. Et au tout début, on a configuré les DNS sur chaque serveur. Comme lorsque j'ai regardé, j'ai remarqué que c'est, bon, je sais pas, pour moi, c'est la même chose ou c'est vraiment différent. Parce que de l'autre côté, vous avez aussi configuré le DNS et vous avez montré qu'avec cette option-là dans le, dans la console DNS, on pouvait faire la même chose. Je sais pas si c'est pareil ou c'est vraiment différent. OK. Le problème, c'est celui-ci. Dans... Si vous ne configurez pas, parce que regardez, ma machine cliente telle qu'elle est ici, attendez, je n'ai pas une machine cliente membre de ce domaine. Vous avez besoin que vos machines puissent pointer vers les deux domaines. Or, par défaut, la console DNS vous donne l'option pour mettre DNS1 et DNS2. Si je dis à mes machines clientes, pointez seulement sur un seul domaine, DC1 par exemple, le jour que DC1 est down, j'aurai du mal à fonctionner parce que mes machines ne reconnaissent pas DC2. Donc voilà pourquoi, pour la redondance, vous vous assurez que vos machines clientes puissent pointer sur DC1 et DC2. Maintenant, le problème est que ces deux domaines ici ne sont pas connus par votre provider pour aller sur Internet. J'ai un provider. Le provider vous donne la connexion Internet et il va vous préciser ça sera quoi les DNS pour aller sur Internet. Donc, dans vos configurations DNS, vous avez besoin que vos serveurs puissent connaître quels sont les adresses DNS publiques pour aller à l'extérieur. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Le domaine ici, pourquoi moi j'avais mis manuellement l'adresse 888? Parce que je voulais aller sur Internet et activer la licence. Mais si vous configurez les domaines comme ça et que vous avez un serveur DHCP, dans votre serveur DHCP, vous allez dire que DNS1, c'est DC1, DNS2, c'est DC2. Maintenant, comment les machines pourront aller sur Internet avec un DNS public? Ils vont maintenant consulter les forwarders. C'est pourquoi dans les DNS, on avait mis les forwarders. Le forwarder, il est comme la passerelle par défaut pour le DNS. Donc, lorsqu'une requête ne sait pas aller en dehors du réseau interne, il va l'envoyer vers le forwarder pour aller à l'extérieur. Parce que si vous ne mettez pas de forwarder, votre DHCP donne seulement DC1 et DC2, vous allez vous rendre compte que vos machines ne vont pas aller sur Internet. Donc voilà pourquoi on configure le forwarder pour sortir.
Et plusieurs personnes ne comprennent pas la notion de forwarder, vont juste configurer les DNS, les DSCP pour dire que d'ici 1, c'est les DNS, et puis vous mettez les DNS de Google ou des providers comme 2. C'est bien, mais vous perdez maintenant la redondance de vos contrôleurs de domaine. Donc voilà pourquoi le forwarder est très important. Ça passe pas? OK. Alors, il est 30, on a demandé 30 minutes pour aujourd'hui parce qu'il fallait préenregistrer ça, mais les autres sessions seront rapides pour nous parce qu'on n'a pas beaucoup de longues pratiques à installer. Maintenant, voici ce que je vous recommande. Je mets dans le groupe le lien. Cette vidéo sera disponible aussi d'ici quelques heures. Faites vos pratiques. Là où vous êtes coincé, envoyez les messages. Alors, il y avait quelqu'un qui avait envoyé un message. Il est installé 2022. Il y avait un message de requirements. Essayez de revoir la vidéo. Essayez de faire vos réinstallations. S'il y a un souci, écrivez dans les groupes. On va toujours répondre pour vous aider à aller dans vos pratiques partout où vous êtes coincé. Si vous arrivez à configurer déjà les DC1 et DC2 comme ça, c'est déjà un très grand pas. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, je vous prends congé. Comme ça, on va distinguer les groupes pour les questions qui viendront. Alors, on va prendre l'ingénieur Sam rapidement, comme dernière question pour nous séparer. Allez-y, ingénieur Sam. Je m'excuse, bonjour et bonsoir à tout le monde. Euh, J'aimerais, s'il y a moyen, ingénieur Bethany, vous pouvez nous envoyer le petit fichier notes, là, notes que vous aviez, là où vous avez mis les configurations. Comme ça, si vous pouvez le mettre aussi dans le groupe, ça va nous aider pour la pratique. Voilà. D'accord, Ouais. Merci beaucoup. je vais l'envoyer là-bas. Merci beaucoup. D'accord. OK, alors, s'il n'y a pas autre chose, merci beaucoup. On va changer dans le groupe et on se reconnaît le dimanche prochain. Si, bye bye. Merci beaucoup. À plus. Merci.